95% des étudiants en médecine passent complètement à côté du véritable diagnostic lorsqu'ils lisent en hémogramme. En fait, ils focalisent toute leur attention sur le mauvais paramètre. Et en pratique clinique, faire une erreur d'interprétation à ce stade-là, c'est tout simplement risquer de laisser passer une pathologie sous-jacente extrêmement sévère. Le sujet est dense, les répercussions sont énormes, et tu vas voir que tout se joue sur une définition qui est très très stricte. Bienvenue dans un nouvel épisode de Med Academy. Aujourd'hui, on enfile notre costume de détective médical pour décortiquer un grand classique, l'anémie. Le but de cet explainer, c'est de t'enseigner super rapidement une physiopathologie qui est complexe et surtout de te donner les clés de ce diagnostic pour t'éviter de tomber dans les pièges habituels. Alors, place à l'investigation. Pour bien capter l'anomalie, il faut d'abord qu'on réalise l'ampleur de l'état normal. Et franchement, le chiffre est vertigineux. Chaque jour, la moelle osseuse produit le volume astronomique de 200 milliards de globules rouges. C'est carrément une usine de très haute précision qui tourne à plein régime pour remplacer les cellules qui arrivent en fin de vie. Ça représente un renouvellement quotidien d'environ 1% de tous les globules rouges circulants. Et ces cellules fraîchement produites, ce sont de véritables athlètes de l'endurance. Imagine un peu, avec à peine 8 petits micromètres de diamètre, un globule rouge normal va vivre en moyenne 120 jours. Et pendant tout ce temps, sa mission l'amène à parcourir une distance hallucinante de 500 km à travers la microcirculation sanguine. Mais alors, pourquoi un tel périple ? Eh bien parce que ce petit disque biconcave, c'est un transporteur de classe mondiale. Sa cargaison vitale, c'est l'hémoglobine. Cette structure protéique super complexe, avec ses chaînes et surtout son atome de fer central, c'est le constituant principal du globule rouge. C'est littéralement elle qui a pour mission absolue de capter l'oxygène et de le livrer à absolument tous les tissus du corps. Première étape de notre enquête, le crime, ou plutôt la définition exacte de l'anémie. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. L'anémie, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, une simple baisse du nombre de globules rouges en circulation. Ce n'est pas non plus juste une baisse de l'hématocrite. Non, la définition biologique stricte et universelle, c'est la baisse du taux d'hémoglobine. Un point, c'est tout. C'est vraiment la seule et unique métrique qui valide la présence de ce syndrome. Du coup, les seuils sont totalement implacables. On retient le diagnostic si la concentration en hémoglobine chute sous les 13 grammes par décilitre chez l'homme adulte, sous les 12 chez la femme et sous 14 chez le nouveau-né. Ah, et un petit détail crucial, il faut absolument mémoriser le seuil spécifique de 10,5 chez la femme enceinte au 2e trimestre. Ce sont des chiffres absolus qu'il faut retenir par cœur. Deuxième étape de l'investigation, le mode opératoire, c'est-à-dire les mécanismes de cette fameuse anémie. Revenons un instant à notre usine de production. Pour qu'une moelle osseuse normale puisse fabriquer ses globules rouges, elle exige des ingrédients hyper précis. Tout d'abord, le chef d'orchestre, l'érythropoïétine, la fameuse EPO, qui est une hormone sécrétée par le rein. Ensuite, il faut des matériaux de synthèse de base, les vitamines B6, B9 et B12. Et pour finir, la pièce maîtresse, l'oligo-élément central, le fer. Quand elle a tous ces éléments à disposition, une moelle saine est capable de multiplier sa production par 5 pour compenser une perte. Mais quand l'équilibre rompt, la pathologie se divise systématiquement en 2 grands axes cliniques. On a nos 2 suspects principaux, les anémies de cause centrale d'un côté face aux anémies de cause périphérique de l'autre. Et savoir différencier ces 2 mécanismes, c'est tout simplement la clé du diagnostic. Le mécanisme central, c'est très simple, c'est l'usine qui tombe en panne. On observe un défaut direct de production au niveau de la moelle osseuse. Cette défaillance, elle peut être quantitative, par exemple lors d'un envahissement tumoral, d'une aplasie ou d'une fibrose de la moelle. Mais elle peut aussi être qualitative. Et ça, c'est le cas typique des carences en vitamines, des déficits en fer ou même d'une inflammation toxique qui vient complètement bloquer l'érythropoïèse. À l'inverse, dans le mécanisme périphérique, c'est une toute autre histoire. La moelle osseuse est parfaitement fonctionnelle, elle travaille même comme une acharnée. Le problème, il est en aval. Les cellules sont soit perdues violemment à cause d'hémorragie, soit elles sont détruites beaucoup trop tôt dans la circulation. C'est ce qu'on appelle l'hémolyse, qui peut être intravasculaire ou tissulaire. Troisième étape, les signes cliniques. Analysons un peu les indices laissés sur le corps du patient. La conséquence la plus redoutée du manque d'hémoglobine, c'est l'hypoxie tissulaire. En clair, sans assez d'hémoglobine, les tissus étouffent. Les muscles, le cœur, le cerveau, tout le monde est en souffrance. C'est un état de crise majeur et c'est particulièrement dangereux si le patient a déjà un terrain fragile, comme par exemple une insuffisance coronaire ou un risque d'ischémie cérébrale. Évidemment, face à cette hypoxie, l'organisme ne va pas se laisser faire. Il déploie des mécanismes d'adaptation en cascade.
D'abord, il procède à une redistribution stratégique du sang vers les organes vitaux, donc le cœur et le cerveau. Il sacrifie au passage les territoires mésentériques et cutanés, ce qui explique, tu l'auras deviné, la fameuse pâleur clinique. Ensuite, il met un grand coup d'accélérateur sur la pompe. Le rythme cardiaque s'emballe, c'est la tachycardie, qui s'accompagne d'ailleurs souvent d'un souffle. Et pour finir, il essaye de capter plus d'oxygène en augmentant la ventilation pulmonaire, ce qui provoque une polypnée. En plus de ces signes généraux, il faut traquer les indices spécifiques au mécanisme. Par exemple, si les globules rouges sont détruits en périphérie, on va observer le célèbre syndrome hémolytique. Et là, sa triade clinique est super emblématique. On a une pâleur évidente, un ictère ou subictère qui est causé par la libération massive de bilirubine, et une splénomégalie parce que la rate gonfle à force de détruire tous ces globules. Par contre, si la panne est centrale, l'insuffisance de la moelle ne touche souvent pas que les globules rouges. C'est là que l'examen clinique doit activement rechercher d'autres choses. Un syndrome hémorragique qui témoigne d'une thrombopénie ou alors des infections à répétition, signe d'une leuconeutropénie. Il y a d'autres indices majeurs qui pointent vers la moelle, comme des douleurs osseuses, des adénopathies qui signent un syndrome tumoral ou même un syndrome neurologique dû à un déficit en vitamine B12. Quatrième et dernière étape, le diagnostic, l'heure de rendre le verdict. Mais petite pause, avant de se lancer dans les grandes investigations diagnostiques, on applique la règle d'or absolue en médecine interne, éliminer les urgences vitales en premier. Lors de l'interrogatoire, il faut absolument préciser depuis quand les signes sont là, vérifier s'il n'y a pas un saignement massif et évaluer comment le patient tolère tout ça. C'est seulement une fois que le danger immédiat est écarté qu'on peut enfin plonger dans la biologie avec précision. Une fois que l'hémogramme a confirmé que l'hémoglobine est effectivement basse, l'étape suivante, c'est d'évaluer les fameuses constantes érythrocytaires. D'un côté, on a le VGM, le volume globulaire moyen, qui nous donne la taille de la cellule. Si elle est en dessous de 85 femtolitres, bam, c'est une microcytose. Au-dessus de 95, c'est une macrocytose. De l'autre côté, on a la CCMH, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, qui nous renseigne sur la coloration. Si elle est inférieure à 31%, on parle d'hypochromie. Ces deux constantes morphologiques, ce sont vraiment nos tout premiers tamis pour orienter le diagnostic. Mais voilà le problème. La taille et la couleur, ça ne suffit pas toujours pour différencier formellement une cause centrale d'une cause périphérique. Pour ça, il nous manque l'information la plus dynamique de notre biologie sanguine, les réticulocytes. Tu sais, ces globules rouges tout jeunes, fraîchement sortis de la moelle. Alors, est-ce qu'ils sont la clé ultime de notre enquête ? Comment est-ce que leur taux va nous permettre de trancher une bonne fois pour toutes entre une usine en panne et une hémorragie périphérique ? Eh bien, ce mystère, ce sera l'objet exclusif de notre prochain explainer. Si cet explainer t'a aidé à y voir plus clair sur l'approche diagnostique du syndrome anémique, laisse un like, partage ton avis en commentaire et abonne-toi à MedAcademy pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour la suite de l'investigation.